Eh ben, il y a de l'ambiance, hein. Ah, c'est l'ambiance, là, hein. Ouh, c'est la grosse ambiance en français dans le monde. Ah oui, eh oui, eh oui, eh oui. Un nouvel éco-mémo pour parler un petit peu de l'actualité et de ce qui se passe actuellement en France, mais aussi dans le monde. Et on va parler de 3 sujets que bien sûr vous entendez partout. Il s'agit bien évidemment de cette réforme des retraites, mais aussi des faillites bancaires que nous avons vues en Suisse et aux États-Unis. Et bien sûr, cette hausse fulgurante qu'on a vue des crypto-monnaies. Et encore, je vais y revenir parce que ce n'est pas toutes les crypto-monnaies. Mais je voulais vous faire cette vidéo tout simplement parce que je trouve, et je dois être honnête, que j'essaie de garder mon calme, mais c'est très difficile parce que je me rends compte à quel point on cherche à désinformer, à garder la population, la plus grande population possible dans l'ignorance. Et ça a particulièrement le don de m'énerver. Et je vais commencer avec le premier sujet, celui de la réforme des retraites, où là encore, je pense que c'est le plus grand des mensonges qu'on a vu de notre roi Nicolas Sarkozy, pardon, de notre roi Emmanuel Macron. Et ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, enfin, pardon, les petits relents de Nicolas Sarkozy et de son arrogance, ce qu'a fait le roi Emmanuel II durant cette intervention au journal de 13 heures hier est particulièrement alarmante et particulièrement inquiétante. Elle est inquiétante et elle me met quasiment hors de moi parce qu'on ment délibérément aux Français. On leur ment, clairement. Alors on nous a menti avec le Covid-19 et de sa dangerosité et aussi un petit peu des ressources logistiques et en matériel que nous avons dans notre pays, nous avons accepté et encaissé. Et on continue délibérément, les yeux dans les yeux, à mentir aux Français, et notamment avec une phrase qui m'a quasiment fait sortir de mes gonds. C'est cette phrase de c'est une nécessité de faire cette réforme. Alors effectivement, il y a une nécessité. Mais ce n'est pas la nécessité de faire une réforme comme elle est présentée actuellement. C'est-à-dire de retarder l'âge légal de la retraite pour un taux plein. C'est-à-dire tout un micmac, entre guillemets, d'économie, si on peut appeler ça économie, notamment au niveau des caisses dites spéciales, des caisses de retraite spéciales. Je pense que cette retraite et cette réforme des retraites n'est absolument pas le sujet, car effectivement, Nicolas Sarkozy, pardon, Emmanuel Macron, décidément, ce relent d'arrogance voilà, mauvais souvenir. Emmanuel Macron a délibérément menti à la population en faisant croire que c'est une nécessité budgétaire. Alors qu'en fait, cette réforme est nécessaire, mais non seulement pour l'équilibre de du budget de la retraite, qui est quand même un des budgets les plus importants de l'État français, hein, puisqu'il dépend enfin, c'est une grande partie du camembert du budget de l'État, mais cette nécessité ne se situe pas dans l'équilibre. Et c'est ça qui m'énerve. Pour être honnête avec vous, et je suis triste que cette vérité doit venir de moi, petit youtubeur de la crypto et de l'économie, je suis dans l'obligation de vous dire la vérité, et ce n'est même pas votre président qui doit le faire. Soyons clairs. Cette mesure est une nécessité,
car c'est un ultimatum des marchés financiers. Oui, vous avez bien entendu, cette réforme est une nécessité parce que c'est un ultimatum des marchés financiers. Les marchés financiers étrangers, européens et mondiaux ont décidé que le peuple français doit travailler plus longtemps pour subvenir et pour payer plus longtemps les dettes de bons du Trésor qu'elle contracte tous les jours sur les marchés. Et c'est une nécessité pour Emmanuel Macron parce que nous sommes au bord d'une crise de confiance sur la dette française. Et ça, on ne vous le dit pas. Et c'est ça qui a le don de m'énerver. Alors, il faut être clair. Le peuple français vit au-dessus de ses moyens. Et donc, pour financer le modèle social qui existe dans ce pays, malheureusement, nous contractons beaucoup plus de crédits qu'on appelle des crédits de bons du Trésor, mais il en existe aussi au sein des collectivités territoriales, au sein des villes, des régions, etc., mais aussi au sein des sociétés, etc. Mais le plus gros se situe au niveau des bons du Trésor, donc c'est-à-dire des crédits contractés par l'État et que nous remboursons à hauteur d'environ 13 à 14% par an avec nos impôts. C'est une nécessité parce que nous faisons face à un quasi manque de confiance de nos créanciers au niveau mondial. Alors, qui sont ces créanciers ? Eh bien, ce sont des banques, ce sont des fonds de gestion. Je peux parler de BlackRock, je peux parler du fonds norvégien, qui est un fonds étatique norvégien. Donc, il est clair que les marchés ont décidé que nous devions, comme tous les autres pays, travailler plus longtemps. Et là où j'en veux à Emmanuel Macron, et c'est ce qui m'énerve, c'est que le peuple français est en capacité de comprendre ça. Pourquoi nous sommes obligés de mentir au peuple français en leur faisant croire que c'est un problème franco-français et que c'est une histoire d'équilibre pour le bien de notre système ? C'est un mensonge total. Premièrement, parce que la plupart des caisses sont aujourd'hui en excellent état de fonctionnement, qu'il y a quelques petites brebis galeuses, notamment au sein du régime général, qu'il faut peut-être régler un petit peu le problème du fonctionnement, etc., etc. Mais nous sommes au pied du mur au niveau de nos créanciers internationaux. Et le peuple français est capable de comprendre ça. Je ne comprends pas cette volonté délibérée de laisser le peuple français dans cette ignorance économique. Quel est l'intérêt ? Pourquoi sous-estime-t-on le peuple français dans la compréhension de sa situation économique ? Qu'est-ce qu'on cache derrière ça ? Voilà les questions que je me pose. Donc, je vais juste résumer en disant que oui, c'est une nécessité, et oui, nous devons faire des réformes pour que notre pays cesse de continuer cette avalanche de dettes que nous contractons tous les jours pour préserver et sauver notre modèle social, et que nous devons mettre un coup de pied dans la fourmilière pour essayer de trouver une solution à cette escalade de surendettement. Et je ne comprends pas que nos gouvernants, nos élites, cherchent à cacher cela au peuple français. Le peuple français est en mesure de comprendre cela, et c'est à nous de trouver la solution. Voilà ce que je voulais dire à propos des retraites et de ce malheureux champ de bataille que nous voyons politiquement, socialement, mais aussi dans nos rues, dans ce beau pays et cette belle province des États-Unis que j'appelle la France et l'Europe. Je vais aussi revenir sur la faillite bancaire qui a eu lieu aux États-Unis et en Suisse. Et là encore, nous faisons face à des mensonges béants.
des mensonges grandioses que l'on assène à des populations qui sont en mal de connaissances économiques. Et je ne comprends pas encore là pourquoi les médias, les gouvernants américains s'entêtent à laisser les populations dans l'ignorance, dans cette ignorance économique, car pour vous le résumer, SVB, Silicon Valley Bank, qui est une quasi-néobanque qui a fait fortune et qui s'est développée avec notamment les entreprises technologiques qui sont majoritairement à San Francisco dans la Silicon Valley. Et malheureusement, par des circonstances qui se sont accumulées, cette banque a fait faillite par premièrement, un manque de liquidité dû à une dévalorisation des actions qu'elle a contractées. Et là encore, on tire à boulet rouge sur la Silicon Valley Bank, mais la Silicon Valley Bank n'y est quasiment pour rien, en fait, sur ce qui lui arrive. C'est ça qu'il faut comprendre. La Silicon Valley Bank, la SVB, n'y est pratiquement plus rien dans sa chute. Pourquoi ? Parce que tout simplement, par négligence ou peut-être par souci de transparence, elle a voulu faire le point le plus rapide possible sur sa situation bancaire. Et nous avons eu un bank run qui s'est créé, et ça, vous n'allez pas l'entendre, mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Le premier des bank runs a eu lieu sur Twitter. Et oui, nous avons eu des influenceurs, si on peut appeler ça des influenceurs, qui ont tout simplement fait courir la difficulté et la transparence que la Silicon Valley a eue vis-à-vis de ses clients et de ses partenaires, en disant qu'elle avait un problème avec ses obligations qu'elle a contractées il y a quelques années, croyant la promesse que la Banque centrale avait fait, c'est-à-dire de ne jamais relever ses taux d'intérêt avant longtemps. Donc, elle a tout simplement contracté des obligations pour faire fructifier son argent et les dépôts de ses clients. Elle a tout simplement contracté massivement des obligations qui ont tout simplement descendu de valeur parce que le taux d'intérêt était plus bas que celui qui sont contractés aujourd'hui au niveau des obligations américaines, c'est-à-dire passant de 0,1, 0,2, 0,3, voire à 1%, à aujourd'hui, je parle même d'hier, à un taux d'intérêt directeur qui est passé à 5%. Et donc forcément, ces obligations qui ont été contractées auparavant perdent de la valeur. Et donc, nous avons cette espèce de jeu d'effet, ce jeu de chaise musicale, moi j'appelle ça le jeu de chaise musicale, où le but est de tout simplement revendre le plus vite possible et donc d'aller chercher cette liquidité de ces actions le plus vite possible sur les marchés pour tout simplement racheter de nouvelles actions. Et c'est là que SVB a, entre guillemets, fauté. Et elle a fauté pourquoi ? Elle a fauté parce que tout simplement, elle n'a pas su se couvrir sur les risques de la dévaluation des obligations qu'elle a contractées. Je traduis cette phrase. Elle n'a pas usé, comme toutes les banques, pratiquement toutes les banques du monde, elle n'a pas usé de produits dérivés pour se couvrir à la baisse en cas de obligations qui diminue. Et donc, elle a essayé tout simplement de courir après le train pour vendre au maximum ses actions parce que les clients demandaient leur argent, les dépôts qu'elles avaient en coffre électronique, vous avez bien compris. Et donc, elle a fait face à un manque de liquidité et vous avez connu et vous avez entendu parler de la suite, faillite de la société. Personne n'a voulu prêter d'argent à cette banque et donc on a tout simplement fermé la banque. La FDIC, qui est un petit peu le gendarme en fait des dépôts bancaires aux États-Unis, qui a repris la main en garantissant la totalité des dépôts, mais
mais en ne garantissant pas, bien sûr, les investisseurs qui ont investi dans la société. Et donc, vous avez vu cette chute faramineuse des actions de la société SVB. Et on peut parler à peu près des mêmes choses avec d'autres banques comme Signature ou comme Silvergate, etc. Donc, encore une fois, on n'est pas clair et honnête avec ce qui se passe. La SV Bank la Silicon Valley Bank a tout simplement pas voulu jouer le jeu. Et vous savez que en investissement, nous ne sommes pas pour chez CryptoRiser. Cette banque n'a tout simplement pas voulu jouer le jeu des dérivés bancaires, qui est aujourd'hui la plus grosse manne financière et un océan de liquidités non régulées. Il faut être très très clair. Et Lehman Brothers a été une chute faramineuse, notamment parce qu'elle a été embourbée dans des tonnes de liquidités au sein des produits dérivés. La SVB ne l'était pas, et donc cet accident a pu être rapidement circoncis par les autorités américaines, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pouvons clairement remercier, entre guillemets, la SVB de ne pas avoir joué avec, entre guillemets, les dérivés, si on peut dire, et l'accident est circoncis et reste petit. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette histoire de la SVB. Encore un manque de transparence. La SVB avait peut-être tout simplement une éthique, celle de ne pas utiliser les produits dérivés, et donc ne s'est pas protégé en jouant le même jeu que toutes les autres banques, c'est-à-dire de contracter des options, des produits dérivés, des CFD pour se protéger de la chute de ces mêmes obligations qu'elle avait en portefeuille. Voilà pour cette histoire de la SVB, et je suis sûr que vous n'avez absolument pas entendu cette version qui est clairement la réalité de ce qui s'est passé. Et ça, c'est plutôt triste. Il n'y a que très peu, je dirais, d'influenceurs ou de youtubeurs qui ont su et compris ce qui s'est passé. Et donc, voilà, nous espérons que la contagion va être contenue, mais vous avez vu que, eh bien, s'il y a problème, il y a Fed, il y a impression de monnaie, et on repart de plus belle. Voilà ce que je peux dire à ce sujet de la SVB et des faillites bancaires. Je n'ai pas parlé de la Suisse, qui est encore un autre problème et qui est encore un autre souci. Pour vous faire un petit point très rapide, le Crédit Suisse a été racheté par UBS, qui est déjà et premièrement la plus grande banque. Donc nous avons affaire à un problème d'oligopole manifeste, et en plus demandé et sous couvert de l'État suisse, ce qui est absolument dantesque, hein. C'est-à-dire que leur travail étant de garantir la concurrence aujourd'hui pour éviter une faillite too big to fail, eh ben on a fait une banque déjà énorme, encore plus grosse. Allons-y. Et surtout, ce qui est le contraire des États-Unis, on a tout simplement cassé la hiérarchie qu'on appelle la hiérarchie des créanciers, en tout simplement sacrifiant les obligations et les créanciers qui détenaient des obligations au sein de la société Crédit Suisse. On a tout simplement balayé ces gens-là, alors que normalement ce sont des créances qui sont, entre guillemets, garanties. L'État suisse a tout simplement dit « Eh ben non, ce sera plus garanti ». Je vous avais parlé dans un éco-mémo précédent où je vous avais dit qu'on revenait sur toutes les théories économiques et toute l'éducation économique que j'ai pu avoir, notamment au sein de mes diplômes, etc. Et on va refaire
avec des gouvernants, des élites qui font absolument ce qu'ils veulent avec les lois de leur pays. Et ça, c'est absolument inquiétant. Et donc, cette fois-ci, ce sont, entre guillemets, les actionnaires, même s'ils ont beaucoup perdu, ce sont les actionnaires qui ont été sauvés ou qui n'ont du moins pas disparu au sein de la société Crédit Suisse. Et donc, tout simplement, l'action Crédit Suisse est toujours valide. On peut toujours acheter des actions, alors que les créances des obligations qui n'ont pas été honorées au sein de du Crédit Suisse, l'État a tout simplement décidé de les faire disparaître. Voilà ce qu'on peut dire au sujet du Crédit Suisse et justement de cette inversion de la hiérarchie des normes des créanciers que l'on peut voir en Europe, et qui a été tout simplement le choix complètement inverse aux États-Unis. Qui aura raison? Nous le saurons peut-être à l'avenir. Et je voulais terminer avec la crypto. Vous avez vu la crypto qui aujourd'hui a explosé. Et quand on dit crypto, on parle plutôt du Bitcoin suivi de près de l'Ethereum. Et là encore, je pense qu'il y a encore un manque d'information ou une désinformation de la population où on fait croire que c'est majoritairement dû à un espèce, ce que j'aurais adoré bien sûr, ce que je vais vous dire, j'aurais aimé que ce soit vrai, que c'est une espèce de retour à la valeur refuge du Bitcoin qui joue pleinement son rôle dans ces temps troubles du système bancaire et économique. Et que le Bitcoin a subi une explosion de son prix due justement à cette recherche de valeur refuge, passant à peu près de 40% la valeur du Bitcoin depuis ses plus bas jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est complètement faux. Complètement faux. Pourquoi? Parce que si ça avait été vrai, le prix du Bitcoin et les liquidités qui s'évadent des systèmes bancaires aujourd'hui sont tellement énormes que si ça avait été le cas, le prix du Bitcoin ne serait pas aujourd'hui à 29 000, mais bien plus haut. Et ça, je ne comprends pas pourquoi on ne le dit pas assez. Non, ce qui se passe vraiment, c'est que nous avons une grande partie, et très honnêtement, je trouve ça très bien, car aujourd'hui, vous le savez, chez Cryptorisers, nous ne sommes pas fans de cette valeur, c'est qu'il y a aujourd'hui une grande méfiance des stablecoins d'une manière générale, qu'ils soient centralisés ou décentralisés. Et donc, nous voyons beaucoup de flux financiers qui étaient au sein des stablecoins passer en Bitcoin parce que avec ce qui s'est passé notamment avec la SVB dont Circle était client et a subi ce dépeg, c'est-à-dire cette déréférence de l'USD, donc du dollar américain sur l'USDC. Il y a eu un dépeg, ça a perdu de sa valeur à un certain moment, et c'était dû justement à la faillite de SVB. Et bien tout simplement, la plupart des investisseurs crypto aujourd'hui préfèrent voir leur stablecoin en Bitcoin plutôt qu'en stablecoin. Et on a un manque de confiance aujourd'hui vis-à-vis des stablecoins sur le marché crypto, au point qu'on préfère convertir, qu'on appelle swap, tous ces stablecoins, et donc forcément des valeurs qui sont à peu près contenues, on parle de dizaines de milliards, donc c'est ce que je vous dis, si on avait eu un flot
monétaire des banques et du bank run qui existe aujourd'hui vers les cryptos, ça ne se serait pas arrêté à des dizaines de milliards. Les mouvements sont colossaux. Je vais essayer de vous afficher des petites choses sur l'écran pour que vous voyez. Mais le prix du Bitcoin ne serait pas aujourd'hui à seulement, si je puis dire, 29 000, mais bien, bien plus haut. Alors, comme je vous disais, pour nous, chez Cryptorizer, nous n'avons jamais eu confiance en les cryptos stables, aux stablecoins, si ce n'est très peu et très légèrement le DAI, qui est lui-même aussi, qui a lui-même une part de ses réserves en USDC et donc en crypto stablecoin centralisé et qui a subi lui aussi une chute due à la dévaluation justement de l'USDC. Nous n'avons jamais été pour justement garder des stablecoins sur la longueur et sur la durée. Nous préférons utiliser les cryptos d'une manière très court terme, c'est-à-dire pour passer d'un investissement à un autre. Mais pour nous, les stablecoins ne sont qu'un outil d'utilisation à très court terme, car nous préférons tout simplement de la vraie monnaie et du vrai dollar, car pour nous, l'USDC, c'est tout simplement un dérivé de dollar, et donc un dérivé sur un dérivé d'un dérivé. Chez Cryptorizer, nous n'avons absolument pas confiance en ces véhicules financiers parce que pour nous, ce sont des véhicules qui sont extrêmement dangereux et donc on préfère soit être réellement en dollars ou réellement en euros ou réellement en crypto-monnaie sonnante et trébuchante. Je parle bien des crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum, Matic, BNB, Cosmos, etc., etc. Car les stablecoins, pour nous, sont des outils très dangereux et surtout éthiquement incompatibles avec nos valeurs chez Cryptorizers parce que ce sont tout simplement des dérivés de dérivés et donc des véhicules de spéculation qui peuvent subir des accidents très rapidement et nous l'avons vu, donc on préfère avoir tout simplement des vrais bitcoins sonnants et trébuchants et c'est beaucoup mieux comme ça parce que l'euro aujourd'hui étant principalement une monnaie électronique, le dollar étant principalement une monnaie électronique, on n'a pas besoin d'avoir une deuxième monnaie électronique qui représente une première monnaie électronique ou découpée en des milliers de sous-jacents qu'on appelle, c'est-à-dire des obligations, de la monnaie en banque, etc., etc. Nous n'avons absolument pas besoin de cela dans la crypto. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette nouvelle écho mémo. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. J'espère que ces informations vous auront éclairé et que un avenir meilleur s'annonce pour nous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain Éco Mémo. Ciao, ciao!